À l'aube, sur une plaine agricole de Burkina Faso, des moissonneuses et des tracteurs autrefois loués basculent d'un trait de plume dans le domaine public. En face, à Washington et Bruxelles, juristes et PDG parlent déjà de violation de contrat, comme si un pays n'avait plus le droit de reprendre les outils qui nourrissent ses enfants. Que change vraiment pour les Burkinabés et pour Ibrahim Traoré le fait de dire que ces machines appartiennent désormais à ceux qui travaillent la terre? Et si cette décision, née dans le silence des champs, redessinait demain l'équilibre du pouvoir agricole mondial? Ce récit promet de dévoiler non seulement les raisons profondes qui ont poussé un État sahélien à reprendre des machines contrôlées depuis des décennies par des groupes étrangers, mais aussi les conséquences techniques, économiques et politiques que cette décision déclenche déjà. Au cœur de cette enquête se trouve un enjeu simple mais décisif, sécuriser la capacité de produire la nourriture nationale. Pour comprendre l'ampleur du geste, il faut mesurer ce qu'impliquait l'ancien système, des contrats rédigés à des milliers de kilomètres, des réparations dépendantes de chaînes d'approvisionnement occidentales et une vulnérabilité structurelle qui pouvait briser une récolte entière au moindre embargo de pièces détachées. À cela s'ajoute un risque moins visible mais tout aussi déterminant, la perte progressive de compétences locales lorsque chaque intervention technique est centralisée à l'étranger. Et c'est précisément là que surgit le premier micro-hook. Si un pays reprend ses outils, est-ce seulement une décision agricole ou le début d'un repositionnement stratégique beaucoup plus large que les capitales occidentales n'avaient anticipé? La première révélation tient en un constat brutal. Près de 28% du parc de machines louées au Burkina Faso était immobilisé lors de la dernière saison agricole, non pas à cause d'un défaut d'usage, mais parce que des pièces détachées restaient coincées derrière des restrictions d'exportation. La seconde révélation, tout aussi frappante, est que cette immobilisation n'était pas perçue comme une anomalie passagère, mais comme le symptôme d'une dépendance devenue ingérable, ce que l'équipe d'Ibrahim Traoré a fini par regarder en face. À partir de là, le contexte se recompose. Pendant des décennies, la mécanisation du pays a fonctionné sous un modèle pensé hors du continent. Les entreprises européennes et américaines possédaient les machines, fixaient les calendriers de maintenance, imposaient les rythmes de réparation et contrôlaient l'accès aux outils qui déterminaient la quantité de nourriture produite chaque année. Aux yeux du public international, ce système semblait pragmatique. L'Afrique recevait de la technologie, l'Occident vendait de la stabilité, mais sur le terrain, l'équation était différente. Chaque panne signifiait des jours d'attente, chaque réparation nécessitait des autorisations importées, et chaque saison voyait une partie de la valeur agricole s'envoler dans des contrats impossibles à renégocier. Les villages, déjà fragiles, dépensaient parfois davantage en location qu'en semences, tandis que les techniciens locaux perdaient leur savoir-faire faute d'être autorisés à intervenir sur des machines verrouillées par des protocoles étrangers. Cette réalité n'a pas surgi en un instant, elle s'est installée pas à pas, usant la patience des agriculteurs et creusant un fossé entre ce que le pays produisait réellement et ce qu'il aurait pu produire si les outils appartenaient à ceux qui en avaient besoin au quotidien. Ainsi, lorsque le gouvernement a commencé à auditer discrètement l'ensemble du parc mécanisé, les conclusions n'ont pas seulement révélé un problème budgétaire, mais une architecture complète de dépendance. C'est ce cadre, longtemps invisible, qu'il fallait mettre à nu pour comprendre pourquoi la décision semblait inévitable, avant même d'être annoncée. Pour comprendre l'impact immédiat de la nationalisation, il faut suivre un personnage qui incarne à lui seul l'ancien système et ses limites. Oumar, agriculteur de la région du Séno, travaillait depuis des années avec une moissonneuse qu'il partageait avec 3 villages. Chaque saison, il se levait à 3 heures du matin pour espérer obtenir son créneau, sachant que tout retard signifiait perdre des rangées entières de 1000. Lorsque la machine tombait en panne, un technicien basé à Paris diagnostiquait l'incident à distance, puis envoyait la procédure de réparation, parfois avec plusieurs jours de délai, laissant ses récoltes se détériorer sous le soleil. Le jour où l'ordre de nationalisation est arrivé, Oumar a retrouvé la même moissonneuse, mais cette fois ornée d'un petit drapeau du Burkina Faso. Le changement était subtil dans la forme, mais immense dans la pratique.
L'accès aux pièces, la maintenance locale et la planification d'usage étaient désormais définis à l'intérieur du pays. D'autres histoires similaires ont émergé. Dans la province du Yatenga, une coopérative féminine jusque-là écartée des contrats de location a pu utiliser un tracteur sans devoir négocier des frais prohibitifs. La productivité a bondi en quelques semaines, révélant à quel point la dépendance administrative étranglait les initiatives locales. Ces premiers effets n'ont pas seulement modifié le quotidien, ils ont réécrit la place du monde rural dans la politique nationale, transformant des agriculteurs longtemps marginalisés en acteurs stratégiques d'une nouvelle phase de souveraineté matérielle. Et derrière chaque témoignage s'esquissait une même question, discrète mais insistante. Et si tout avait toujours dépendu des outils? Avant la nationalisation, tout suivait un enchaînement mécanique. Les machines arrivaient sous contrat, les réparations dépendaient d'autorisations étrangères, les agriculteurs attendaient et les récoltes fléchissaient. Après l'annonce, le rythme s'est inversé. Ce renversement soudain porte la marque d'une décision rare, un État qui se réapproprie un système dont chacun croyait qu'il resterait durablement externalisé. Et c'est précisément ce que l'équipe d'Ibrahim Traoré a orchestré en quelques heures, avec une précision qui surprit même les observateurs africains. Tout commence par l'audit. Pendant des mois, des ingénieurs publics ont inspecté silencieusement la flotte mécanisée disséminée dans 18 provinces et ils ont relevé les pannes récurrentes, les immobilisations anormales, les surcoûts invisibles. Ils ont constaté les contradictions, une nation disposant de sols fertiles mais privée de la pleine utilisation de ses machines, un pays capable d'assurer sa sécurité alimentaire mais entravé par des clauses rédigées loin de ses réalités. Ensuite, l'administration prépare le plan, cartographier les équipements, sécuriser les dépôts, prévoir la transition, organiser la communication aux agriculteurs, rien n'est improvisé. Lorsque l'annonce tombe, tout est déjà en place. Puis vient la cascade d'actions. Les ministères déploient les équipes techniques. Les machines sont déplacées vers les lots sécurisés. Les registres nationaux s'ouvrent. Les paiements de leasing sont gelés. Les mécaniciens locaux reçoivent de nouveaux protocoles. Les coopératives sont briefées. Les ingénieurs jeunes et retraités affluent. Les universités réagencent leurs programmes. Les communes, même les plus éloignées, comprennent que quelque chose de structurel a changé et c'est ici que la montée en tension commence. Les entreprises européennes et américaines déclenchent leur plainte à l'ICC. Les chancelleries dénoncent un précédent dangereux. Les médias occidentaux parlent de retorsion économique. Les journaux africains parlent de retour des outils de vie. Deux récits, deux vitesses, deux visions de la souveraineté. En parallèle, la campagne reste silencieuse. Dans les villages, on ne manifeste pas, on ne proteste pas, on observe. Ce silence devient un message politique, une adhésion sans vacarme, une forme de résistance immobile. Certains correspondants occidentaux tentent d'y voir de la stupeur, mais les Burkinabés savent ce qu'ils vivent. Pour la première fois, la terre et les machines qui la travaillent avancent dans la même direction. Pendant ce temps, ailleurs dans le Sahel, le signal se propage. Mali et Niger saluent la décision. Ghana demande un briefing confidentiel. Éthiopie envoie des observateurs. La possibilité d'une coopération mécanisée régionale n'est plus une théorie, mais un horizon. Puis survient l'onde de choc final. Les jeunes ingénieurs formés en Russie et en Turquie assemblent un prototype de tracteur modifié localement. Il n'est pas élégant, il n'est pas silencieux, mais il démarre. Et ce simple démarrage rebat les cartes. L'idée d'une Afrique interdépendante mais non dépendante s'affirme dans le bruit de ce moteur. La séquence complète des audits, annonces, réactions, silence, riposte technique trace une trajectoire claire. Un pays longtemps perçu comme périphérique impose au monde une question nouvelle. Ce que l'on croyait acquis, il ne l'est plus. Ce que l'on pensait stable bascule. Ouamiana, un État crée une brèche et d'autres nations observent déjà comment s'y engouffrer. Ainsi se pose la vraie interrogation: qui contrôle réellement l'avenir agricole ? Les premières données consolidées après la nationalisation révèlent 3 indicateurs clés qui permettent de comprendre la profondeur du changement engagé. Le premier chiffre est connu, 3,6 milliards de dollars. C'est la valeur totale du parc mécanisé transféré dans la propriété publique. Cette somme colossale ne représente pas seulement un actif matériel, elle symbolise un levier stratégique que les entreprises étrangères détenaient depuis des décennies.
Cette valeur dénonce l'ampleur de la dépendance structurelle accumulée avec le temps. En transformant cet actif en propriété nationale, le gouvernement a retiré aux multinationales un pouvoir subtil mais déterminant, celui de fixer le rythme réel de la production agricole. Le deuxième chiffre, moins médiatisé, provient de l'audit interne ordonné par Ibrahim Traoré. 60% des dépenses agricoles annuelles étaient absorbées par les frais de leasing et de maintenance imposés depuis l'extérieur. Pour un pays sahélien, cette proportion est vertigineuse, presque choquante. Ce pourcentage montre comment les flux financiers sortaient massivement du pays chaque saison. Cela signifie qu'avant même de semer, les villages se trouvaient déjà redevables d'un système qui capturait la valeur avant qu'elle n'existe vraiment. Cette réalité explique pourquoi les coopératives rurales avaient si peu de marge pour investir dans la formation locale, l'entretien autonome ou la modernisation de leurs propres outils. Le troisième chiffre correspond à l'un des épisodes décisifs de la crise. 28% des machines louées sont restées à l'arrêt durant une récolte cruciale, bloquées par l'incapacité des fournisseurs occidentaux à expédier des pièces détachées coincées derrière les restrictions d'exportation. Ce taux confirme la vulnérabilité totale du pays face aux chaînes logistiques étrangères. L'effet domino a été immédiat, récolte perdue, dettes accrues, stocks alimentaires fragilisés et une colère difficile à contenir dans les provinces déjà éprouvées par l'insécurité climatique et économique. Ces trois chiffres, pris ensemble, dévoilent un paysage bien plus vaste que celui d'un simple litige contractuel. Ils montrent pourquoi la nationalisation n'a pas été un geste impulsif, mais une réponse calculée à une vulnérabilité systémique documentée par les chiffres mêmes des entreprises étrangères. Ils montrent aussi pourquoi la réaction occidentale a été si rapide. Bruxelles, Washington et plusieurs conglomérats européens savaient que la perte d'un tel parc mécanique ne se résumait pas à un manque à gagner financier. Elle signifiait la fin d'un modèle dans lequel les chaînes d'approvisionnement, les logiciels de maintenance, les pièces détachées et les calendriers d'utilisation formaient un dispositif de contrôle intégré. Pour les communautés rurales, ces chiffres ne sont pas abstraits, ils correspondent à des jours d'attente, à des récoltes perdues, à des revenus amputés par des factures incompréhensibles et à des décisions prises loin de leur réalité. C'est pourquoi la réaction populaire au discours d'Ibrahim Traoré n'a pas pris la forme d'un cri, mais d'un silence unanime, un langage parfaitement adapté à une population qui a trop longtemps payé pour des machines qu'elle ne pouvait ni réparer ni posséder. Et au cœur de cette transformation, une idée s'impose avec plus de force chaque semaine. La souveraineté agricole n'est pas un slogan, mais une équation mesurable. Deux arguments majeurs s'affrontent aujourd'hui autour de la nationalisation. Le premier émane des multinationales et de plusieurs chancelleries occidentales. Selon elles, la décision du Burkina Faso créerait un précédent dangereux, fragiliserait la confiance contractuelle internationale et risquerait d'effrayer les investisseurs. Elles soutiennent que l'agriculture moderne repose sur des chaînes logistiques hautement spécialisées et qu'en rompant unilatéralement des accords de leasing, le pays s'exposerait à des pénuries de pièces, à des sanctions ou à un isolement technique qui pourrait freiner sa production à long terme. Dans cette vision, la dépendance n'est pas une faiblesse, elle serait un prix à payer pour accéder aux innovations globales. Le second argument vient des communautés rurales, des corps techniques et d'une partie croissante des gouvernements africains. Pour eux, la dépendance n'était pas un mécanisme d'efficacité, mais un goulet d'étranglement. Lorsque 28% des machines restent immobilisées durant une récolte cruciale, non pas pour des raisons locales, mais parce que des pièces sont retenues dans un conflit commercial entre puissances étrangères, la vulnérabilité devient insoutenable. Lorsque 60% du budget agricole part en leasing et maintenance imposée depuis l'extérieur, l'investissement national devient impossible. Et lorsque des coopératives doivent partager un seul engin sur 3 villages, il est difficile d'appeler cela une modernisation. Face à ces deux visions, la question n'est pas de savoir qui a raison sur le plan théorique, mais quel modèle est confirmé par les données réelles. Or, les données du terrain, machines bloquées, budget siphonné, retard récurrent dans les réparations, contrats opaques et augmentation programmée de 14% des frais de leasing, montrent que le système précédent n'était pas durable. Si la dépendance devait garantir la stabilité, elle a manifestement échoué.
Si la souveraineté devait être risquée, elle a déjà commencé à produire des effets concrets: disponibilité immédiate des engins, mobilisation technique locale, afflux d'ingénieurs et montée en compétences rapides dans plusieurs provinces. C'est pourquoi, dans une perspective analytique, la réaction du Burkina Faso ne ressemble pas à une rupture idéologique, mais à une correction rationnelle d'un système qui avait atteint sa limite fonctionnelle. Tout bascule ici, car au milieu des réactions diplomatiques, des plaintes à l'ICC et des avertissements venus de Washington, un élément inattendu a modifié la dynamique: l'apparition du premier prototype de tracteur assemblé localement par de jeunes ingénieurs burkinabés formés en Russie et en Turquie. Peu élégant, bruyant, construit à partir de pièces récupérées, il n'avait rien du raffinement industriel que vantent les brochures occidentales. Pourtant, son démarrage a produit un effet politique et psychologique que personne n'avait anticipé. Dans ce bruit de moteur, les limites des anciens contrats sont soudain apparues pour ce qu'elles étaient réellement: une architecture qui empêchait l'autonomie technique de se développer. Et lorsque ce prototype a été présenté, le discours d'Ibrahim Traoré, jusque-là perçu comme un acte de fermeté, s'est transformé en démonstration pratique. Si le pays peut réparer, modifier et assembler, alors la dépendance n'est plus un destin, mais un choix que l'on peut refuser. Ce moment a fait office de point de retournement pour les observateurs africains. Il a montré que la nationalisation n'était pas seulement une revendication politique, mais un tremplin industriel. Ainsi naît la question qui redéfinit tout: que devient le rapport de force lorsque l'ingéniosité locale entre en scène? Les conséquences de la nationalisation se déploient désormais sur 4 plans distincts, chacun révélant une transformation bien plus profonde qu'un simple transfert de propriété. Ces effets touchent les communautés rurales, l'économie nationale, la dynamique régionale africaine et enfin les rapports géopolitiques internationaux. Dans les campagnes, le changement est immédiat et tangible. Les agriculteurs qui dépendaient de calendriers de location rigides expérimentent enfin un accès continu aux machines. Les coopératives féminines, longtemps exclues des contrats en raison des coûts prohibitifs, utilisent désormais les mêmes outils que les grands exploitants. L'effet le plus marquant reste psychologique: l'impression que les outils ne sont plus prêtés, mais réellement à eux. Ce rééquilibrage renforce la position sociale du monde rural, souvent marginalisé dans les débats nationaux. La voix des communautés agricoles devient stratégique et structurante. Cette montée en puissance confirme ce que Ibrahim Traoré avait déclaré: la souveraineté commence au niveau des champs. Pour les acteurs économiques locaux, la transition ouvre un champ inédit d'opportunités. Les ateliers mécaniques voient leur activité augmenter, stimulée par la demande en maintenance nationale. Les universités réorganisent leurs programmes pour former des ingénieurs capables d'intervenir sur des machines autrefois verrouillées par des protocoles étrangers. Les dépenses de leasing, qui engloutissaient jusque-là jusqu'à 60% du budget agricole, sont désormais réallouées à la formation, aux pièces locales et à la modernisation des ateliers. En quelques semaines, une micro-industrie émerge: petite fonderie, chaîne d'usinage, fabricant de pièces génériques. Le pays n'est plus simple utilisateur, il devient producteur d'expertise. La nationalisation déclenche aussi une recomposition sociale inattendue. Les jeunes, qui autrefois aspiraient à l'émigration faute de perspectives techniques, trouvent désormais des opportunités dans les centres de mécanisation. Les villages créent des conseils d'usage et de maintenance, instaurant une forme de gouvernance participative. Ce regain d'activité réduit la fatigue physique, augmente les rendements et améliore même la fréquentation scolaire. Les enfants n'ont plus besoin de remplacer des adultes épuisés par le travail manuel. La souveraineté mécanique devient une souveraineté sociale, rééquilibrant les rapports entre campagne et ville, entre État et citoyens. Sur le plan régional, l'effet domino est immédiat. Mali et Niger saluent la décision du Burkina Faso et demandent déjà des échanges techniques. Ghana sollicite un briefing confidentiel tandis que l'Éthiopie dépêche des observateurs. Au niveau international, les réactions se crispent. Washington parle de rupture du trust commercial. Bruxelles exige le respect des contrats et plusieurs groupes européens activent de leur recours juridique. Mais l'hésitation de l'ICC, refusant d'accélérer la procédure,
ouvre une fenêtre politique que le Sahel observe avec attention. La question qui circule désormais dans les chancelleries est simple. Et si ce que fait aujourd'hui Ibrahim Traoré devenait demain une norme continentale, les prochains mois détermineront si la nationalisation inaugurera une dynamique durable ou si elle déclenchera une série de contre-mouvements capables d'en freiner l'élan. 3 trajectoires se dessinent aujourd'hui, chacune plausible selon les réactions internes et internationales. Dans ce scénario intermédiaire, le Burkina Faso consolide progressivement son système de mécanisation publique. Les machines sont réparties selon des priorités régionales. Les techniciens locaux montent en compétences et la production agricole augmente modestement grâce à une meilleure disponibilité des outils. Les tensions avec les entreprises occidentales persistent, mais elles se stabilisent dans une phase juridique prolongée où chaque camp attend les conclusions de l'ICC. Les pays du Sahel suivent attentivement le processus sans s'engager pleinement. L'économie ne connaît ni envolée spectaculaire ni recul notable. Elle progresse à un rythme régulier porté par la baisse des coûts de leasing et par la montée de nouveaux ateliers mécaniques. Ce scénario repose sur un équilibre fragile mais tenable. Dans cette trajectoire plus ambitieuse, la dynamique interne déclenche un véritable cercle vertueux. Les centres de mécanisation deviennent des pôles de formation régionaux. Les ingénieurs burkinabés finalisent 2 ou 3 prototypes fonctionnels. Plusieurs pays sahéliens signent des accords de coopération technique. L'Union africaine ouvre un groupe de travail sur la souveraineté mécanisée. Les rendements agricoles augmentent de manière significative dans certaines provinces, renforçant la stabilité sociale et politique. La pression occidentale s'allège face au risque de voir des partenaires africains se tourner vers d'autres acteurs comme la Turquie ou la Chine. Le pays gagne en confiance et en marge de manœuvre, devenant un laboratoire continental de décrochage industriel. Dans ce scénario, les tensions extérieures s'intensifient. Des restrictions sur l'exportation de pièces détachées apparaissent, ralentissant une partie des réparations. Les entreprises européennes et américaines durcissent leur posture, demandant des sanctions ciblées. Certaines provinces, moins équipées techniquement, peinent à maintenir les machines en fonctionnement, créant des disparités internes. La croissance agricole marque une pause, la communication politique se tend et les ateliers locaux n'arrivent pas à combler le manque de composants spécialisés. Le pays n'abandonne pas la nationalisation, mais l'avance devient plus lente et plus coûteuse. La véritable question n'est pas quel scénario se réalisera, mais lequel le pays choisira de rendre possible. Pour comprendre pourquoi cette nationalisation dépasse les frontières du Burkina Faso, il faut regarder ce qu'elle dit aux 3 groupes qui observent l'événement avec la plus grande attention. Les travailleurs agricoles, les jeunes en quête de perspective et les citoyens urbains qui dépendent de la stabilité alimentaire sans toujours en mesurer les mécanismes. Pour les agriculteurs du Sahel ou d'ailleurs, l'histoire résonne comme un rappel puissant. La sécurité alimentaire n'est pas qu'une affaire de climat ou de fertilité des sols, mais aussi de contrôle matériel sur les machines qui font tourner les saisons. Beaucoup découvrent que ce qu'ils croyaient être une fatalité, les pannes, les retards, l'attente d'un technicien étranger, n'étaient en réalité que le produit d'un modèle économique imposé. Pour les jeunes diplômés, souvent tentés par l'émigration, le signal est différent, mais tout aussi fort. Il existe désormais une place dans l'ingénierie agricole africaine, les ateliers qui se créent, les prototypes assemblés à partir de pièces récupérées, les centres de mécanisation qui s'ouvrent. Tout cela dessine un paysage où la compétence technique locale devient un moteur de transformation et non un simple service d'appoint. Pour les citadins habitués à considérer les questions agricoles comme lointaines, la nationalisation rappelle une évidence simple. La souveraineté alimentaire est un pilier de stabilité économique, de cohésion sociale et même de paix intérieure. Un pays qui maîtrise ses machines réduit mécaniquement sa dépendance au choc extérieur. 2 suggestions émergent pour ceux qui suivent ce dossier. Observer de près comment les ateliers locaux transforment l'expérience de terrain, car c'est là que la souveraineté devient concrète.
comprendre que la mécanisation n'est pas un luxe mais un fondement dont la maîtrise locale pourrait redéfinir l'avenir du continent. Pour que la nationalisation devienne un modèle durable et non une simple réaction à une crise, le Burkina Faso doit structurer sa transition autour de plusieurs étapes concrètes. Le premier pilier consiste à stabiliser la maintenance locale. Cela implique de former des techniciens de terrain capables d'intervenir rapidement, de créer des stocks régionaux de pièces courantes et d'unifier les protocoles afin d'éviter la dépendance aux documents techniques détenus par les anciens fournisseurs étrangers. Le second pilier vise à déployer une filière d'ingénierie nationale. Les universités doivent consolider leurs programmes en mécanique agricole, matériaux, robotique rudimentaire et ouvrir des cursus pratiques directement intégrés au centre de mécanisation. Ibrahim Traoré a déjà insisté sur ce point. La souveraineté commence quand la compétence cesse d'être importée. Le troisième pilier consiste à mettre en place une gestion démocratique de la flotte. Les conseils villageois et les coopératives doivent définir les priorités d'usage, organiser les calendriers et veiller à la transparence pour éviter la capture des machines par quelques acteurs privilégiés. Ce modèle participatif renforce la confiance et aligne les décisions sur les besoins réels du terrain. Le quatrième pilier repose sur la reconstruction industrielle progressive. Cela ne signifie pas fabriquer entièrement des machines dès demain, mais commencer par des pièces simples, des adaptations, des réparations complexes, puis évoluer vers des modules complets. Le prototype récemment présenté a montré que la créativité locale peut surmonter l'absence de chaînes industrielles lourdes. Enfin, un cinquième pilier s'impose, la résilience diplomatique. Le pays doit anticiper les pressions, diversifier ses partenaires techniques et bâtir des alliances régionales afin que chaque avancée soit protégée par un cadre politique solide. Si ces étapes s'articulent correctement, la nationalisation ne sera pas un acte isolé, mais le premier mouvement d'une stratégie longue. Dans les plaines où Oumar veillait autrefois sur la moissonneuse qu'il partageait avec 3 villages, quelque chose a changé. La machine, devenue symbole involontaire de dépendance, est aujourd'hui le fil conducteur d'une autre histoire, celle d'un pays qui refuse de laisser son avenir mécanique entre les mains d'intérêts lointains. Lorsque les premiers ateliers ont commencé à réparer localement des pièces que l'on disait impossibles à reproduire, un sentiment nouveau s'est installé dans les campagnes, celui d'une maîtrise retrouvée presque intime entre la terre et l'outil. Et dans ce paysage transformé, les paroles d'Ibrahim Traoré résonnent comme un rappel tranquille plutôt qu'un mot d'ordre. Un pays ne peut pas louer son futur. La moissonneuse d'Oumar n'a rien de spectaculaire. Elle n'est ni neuve, ni puissante, ni moderne. Mais elle est à lui, au village, au pays. Et c'est ce lien, plus que la machine elle-même, qui marque la rupture avec l'ancien système. La souveraineté commence quand l'outil revient. Dans ce moment où un pays redécouvre la force de ses propres outils, chacun est invité à observer ce que révèle réellement cette transformation. La nationalisation ne s'impose pas comme un défi lancé au monde, mais comme un geste intérieur, presque silencieux, par lequel une nation choisit de protéger ses récoltes, son travail et la dignité de ceux qui entretiennent la terre. Pour beaucoup, ce tournant ouvre un espace de réflexion. Comment un continent peut-il repenser sa relation aux machines, au savoir-faire, à la maîtrise technique? Et comment ces choix redessinent-ils la manière dont les sociétés se projettent dans l'avenir? Si cette histoire vous parle, si elle éclaire d'une manière nouvelle les débats sur la souveraineté alimentaire, partagez-la autour de vous, discutez-en, confrontez les points de vue. Les récits qui transforment ne sont jamais ceux que l'on garde pour soi. Et vous, que dit cette histoire sur l'avenir que vous souhaitez pour votre région?